Pendant ma campagne électorale, j'ai souvent entendu les partisans m'appeler Agbono. Cela m'amusait beaucoup et me complexait aussi un petit peu. Puis, j'ai dit un jour, et après je l'ai répété une fois, je vais vous le dire en fond, non, masolom l'Agbono. Mina somi, muna zo azomi, bona ya zoko. Muna wa zode mina zomion, nous fwede ou aton ene. Wa zofo nya Agbono gondeo. Le président Patrice Talon prenait ses engagements à la limite prophétique lors du lancement du programme d'action du gouvernement le 16 décembre 2016. 4 ans après, où en sommes-nous de la mise en œuvre du PAG? Depuis 2016, tout le Bénin est en chantier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes ici, sur la route des pêches dont la première phase vient de s'achever et la deuxième est sur le point de démarrer. Une infrastructure longuement restée à l'étape de projet, mais concrétisée par le gouvernement du président Patrice Talon. La transformation est radicale dans tous les domaines. Énergie, infrastructure, protection de la côte, sécurité, cantine scolaire, volet assurance maladie du projet Arche, microcrédit, lutte contre la corruption, amélioration de la gestion à la SB2E et au port de Cotonou. Bref, avec le leadership du président Patrice Talon, le Bénin est de retour sur la scène internationale. J'ai toujours rêvé d'un développement du Bénin, de la façon il est en train de gérer ce pays-là. Il est courageux, parfois extrêmement, et surtout résilient. Le président Patrice Talon, en moins de 5 ans, a fait ce que les gens n'ont jamais fait avec 5 ans. Je pense que quand il est arrivé et quand il a commencé, les gens se sont dit, bon, il va se fatiguer bientôt. Mais il a tenu. C'est un homme averti, c'est un monsieur qui sait là où il va et là où il veut amener la République. Nous voici à la centrale thermique Dual Fuel de Maria Gleta 2, inaugurée le 29 août 2019. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis 18 mois pour construire cette gigantesque infrastructure qui produit 127 MW. Les démarches sont en cours pour la construction d'une deuxième centrale, toujours sur le même site. L'autonomie énergétique, le président Patrice Talon en a fait un défi, un pari presque gagné en 4 ans de gouvernance. Le Bénin a tourné dos au délestage qui était le quotidien des populations avant l'arrivée au pouvoir du président Talon. Aujourd'hui, notre pays dispose d'une capacité de production d'environ 160 MW. Une bonne partie provient de la centrale thermique de Maria Gleta. La réhabilitation des centrales thermiques de Porto Novo, Parakou et Natitengu a permis de renforcer la capacité de production de la SB2E. 30 MW sont fournis par ces centrales. La Société béninoise d'énergie électrique a par conséquent mis fin à la location de 180 MW de centrales thermiques mobilisées depuis octobre 2016 pour apporter des réponses d'urgence au phénomène de délestage que le pays subissait. Les énergies renouvelables ne sont pas négligées. Les démarches sont en cours pour la construction de centrales solaires. 50 MW sur 4 sites à réaliser par des producteurs indépendants et le dossier d'appel d'offres pour le constructeur est en cours de lancement pour celui de 25 MW qui sera construit vers Onigbolo.
Dans le domaine du transport et de la distribution de l'énergie électrique, des progrès ont été notés avec l'achèvement de la construction de la ligne d'interconnexion 161 kV Parakou-Bembereke-Kandi-Malanville, longue d'environ 305 km. Au total, le raccordement de 124 localités urbaines au réseau de la SB2E a commencé pour impacter 742 000 habitants avec un potentiel de 126 681 abonnés supplémentaires. À cet effet, la SB2E a réceptionné une importante quantité de compteurs électriques et s'emploie à satisfaire les demandes. C'est des compteurs prépayés. Il y a de quoi assouvir le besoin des 25 000 demandes non satisfaites actuellement et d'anticiper sur les prochaines années. L'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie ABERM, de son côté, continue de connecter beaucoup de Béninois des zones rurales au réseau électrique. La mise en œuvre de ces actions a permis de porter la capacité de production nationale de 0 MW à 157 MW. Ces nouveaux moyens de production, ajoutés aux efforts d'amélioration de la qualité du réseau électrique, ont permis de sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique du pays et ont contribué à améliorer significativement les performances de la SB2E. La distribution de l'énergie électrique incombe à la Société béninoise d'énergie électrique, la SB2E. Pour améliorer sa gestion et la rendre plus performante et efficiente, le gouvernement a signé un contrat de gestion avec la société canadienne Manitoba Hydro International à la suite d'un appel d'offres. Un contrat de 4 ans dont les effets positifs se font déjà sentir de l'avis du personnel. La première chose que la nouvelle direction générale a eu à faire, c'est de penser à réduire certaines charges. Des budgets ont été alloués à des structures et c'est plus facile pour chaque direction aujourd'hui d'entamer une dépense ou de faire une action sur le terrain. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, beaucoup de choses sont en cours pour éliminer les frustrations qui existaient avant l'entreprise Manitoba, pour mettre les travailleurs à l'aise afin de mieux donner un peu de son expérience de la vie professionnelle. Le client est repositionné au centre des activités. Le client est devenu un maillon important pour le système électrique. Et également, à l'interne, au niveau de la SBE, il y a des directions qui fonctionnent en tant que client pour d'autres directions. Et tout ça là pour donner satisfaction au client lambda final. Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'un client qui se plaint à la SBE, au plus dans la même journée ou le lendemain, il a un début de solution. Il y a beaucoup d'efforts dans le sens du coaching du personnel. Il y a eu beaucoup d'efforts dans le sens de la réduction des coûts pour que l'entreprise ne soit pas engagée sur, des actions ou des projets qui n'apportent pas de la valeur ajoutée à l'entreprise. Nous avons constaté aussi qu'au niveau du personnel, il y a une grosse prise de conscience. Il y a un coaching à l'endroit du personnel qui fait qu'il y a des approches de gestion de projet, par exemple, que les nouveaux gestionnaires ont apportées et qui permettent aux différents cadres de l'entreprise chargés de pouvoir gérer les projets avec beaucoup d'approches méthodologiques qui apportent de la performance dans ce qu'ils sont en train de faire. Un ballon d'oxygène pour le port de Cotonou depuis que PAI, filiale du port d'Anvers, a pris sa gestion. Le port ne désemplit pas, le trafic est de plus en plus important. Beaucoup de compagnies font désormais confiance à notre port. La société fait d'énormes bénéfices. Tout comme la SB2E, le port de Cotonou est sous gestion déléguée. C'est l'efficacité du poumon économique de notre pays qui est recherchée par le gouvernement. PAI a la responsabilité de mettre à flot cette infrastructure. Il sera évalué au bout de 3 ans. Le port d'Anvers International, ou PAI comme on l'appelle, a reçu un mandat du gouvernement béninois pour gérer le port autonome de Cotonou durant une période de 9 ans, dans laquelle on nous a demandé de
moderniser le port. Quand on est venu ici pour la première fois, on a vu que le port avait souffert d'un manque de maintenance considérable dans le passé. Donc il y avait eu pas mal de constructions, mais il y a des constructions qui sont déjà très vieilles, mais qui n'ont jamais été maintenues. Donc il y a pas mal de choses qu'on a dû recommencer, ou même juste pour mettre le port à un niveau normal. En parallèle avec ça, on a commencé à faire un plan directeur pour le port. Le plan directeur du port, c'est de voir comment cette infrastructure peut être agrandie, peut devenir plus efficient, peut recevoir des bateaux plus grands, se préparer pour le futur, une économie croissante pour le pays. Le but est de pouvoir commencer les travaux à partir de mi de cette année-ci. Le commencement des premiers travaux pour le terminal 5 qu'on va construire. Et puis, pour fin de cette année-ci ou début de l'année prochaine, on commencera aussi à étendre le bassin du port de 154 mètres pour qu'on puisse accommoder plus qu'un bateau à quai, pour voir 2 bateaux à quai en même temps des 2 côtés du bassin. Le but final pour l'infrastructure serait d'avoir 5 grandes concessions dans le port, où il y aura une compétition entre concessions. Donc on aura 2 concessions qui seront orientées vers les conteneurs. Il y aura 2 concessions qui seront orientées vers du marchandise conventionnel. Le 5e terminal, c'est le terminal hydrocarbures qu'on a maintenant et qui est déjà un cluster, disons, de différentes sociétés qui sont là, donc qui sont déjà en compétition l'un avec l'autre. Le plan total va prendre, pour l'infrastructure, va prendre plus ou moins 5 ans. Disons qu'en 2024, ce plan devra être complètement terminé. Charaf Shipping demande la sortie du Maestre Cabo Verde pour ce jour, 18h. Auparavant, tous les jours à 11h, nous avons le monde des conciliateurs, des amateurs qui se retrouvent avec nous ici. Chacun manifeste son désir de faire rentrer son avis et le débat se fait ici. Avec ce nouveau système, tous les jours à 11h, chaque opérateur, les conciliateurs du navire naturellement, se connecte depuis leur bureau. Et nous avons un opérateur VTR 21 assis devant notre écran et nous recevons les requêtes de chaque opérateur. Nous traitons et nous faisons la programmation qui est affichée universellement pour tous. Le château d'eau de Boïcon, nouvellement construit au quartier Romero, fournira 500 mètres cubes d'eau aux habitants de cette localité. Une bonne nouvelle pour les populations des 2 communes attenantes. Fournir de l'eau potable à tous les Béninois, en milieu rural comme en milieu urbain d'ici à 2021, tel est le pari du gouvernement de la rupture. L'accès universel à l'eau potable est un programme important du PAG. Les ressources mobilisées sont énormes. Les nouvelles installations à Boïcon permettront d'augmenter jusqu'à 1500 m3 par heure, soit plus du double, la capacité actuelle de production d'eau du système d'approvisionnement en eau potable. Quant à la ville d'Abomey-Calavi, la capacité de stockage passe de 500 m3 à 4000 m3, soit 8 fois la capacité actuelle. À l'instar d'Abomey-Calavi et de Boïcon, les populations de Ouida, Dassa, Glazoué, Djougou et Parakou ont bénéficié de l'eau potable. En ce qui concerne l'accès à l'eau potable en milieu rural, 234 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la mise en œuvre du plan directeur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural à travers l'exécution de 6 projets structurants. Réalisation en cours de 199 forages à gros débit disséminés dans tous les départements du pays. Certains ouvrages sont réceptionnés au grand bonheur des populations. « 110 chantiers d'AEV multivillages sont en cours d'exécution, dont 24 seront réceptionnés au plus tard en avril 2020.
En gros, le gouvernement a mobilisé près de 500 milliards de francs CFA en 3 ans, contre jusque-là 40 milliards en un quinquennat. Autrefois, on ne pouvait pas emprunter ce tronçon qui mène à l'école française Montaigne sans tomber dans des nids de poules. Ces désagréments relèvent désormais du passé. Les travaux d'asphaltage ont métamorphosé le quartier. Le projet asphaltage est un projet structurant qui prend en compte l'éclairage public solaire, les aménagements d'espaces verts, les équipements de sécurité et le mobilier urbain. Neuf villes sont concernées pour la première phase. Cotonou, Abomey-Calavi, Sémékouji, Porto Novo, Lokossa, Abomey, Boïkon, Parakou, Natitengu. Au total, 576 km de route à construire pour 900 milliards de francs CFA. Concernant l'île, un fibia, même il a supposé que vous me fidez. Puis les lots, à part Kakaï, Kogonou. Il y a un bon frère là, nous, tu as vu un temps de nous. Apparemment, donc, moi, l'île, c'est côté, il y a un temps. Pendant 4 ans, les meilleurs, le président Taon Bobo, pendant 4 ans, le président, mon compte, mon fils, depuis 1960, tout le monde, tout le monde, petit Paris. Aussi, cocotier, cacasso, il rêve, cacasso, il a 4 gammes, filles, Ali, béni, je suis caché, moi, à cover. Ali est bleué, et quand il fait le pogédé, béni, on est complet. Il y a un moto gagné de quoi? On a un journal de mer. Bon, toi, il y a un blog, il y a un moto, il y a un moto. Ali est là, Ali est là. Ali est là, il y a un moto, il y a un moto. Bon, disons, moto debout, et bien, déjà, moto biomé, et non, moteur, non, moto, un ciseau. Et quand Gandhi est là, il est là, il y a un débat, il est là. Toujours dans l'optique d'assainir nos villes, le gouvernement a engagé un programme de ramassage des ordures dans le Grand Nokoué, entendez Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Sémékouji et Ouida. Nous avons sachet bon, Alidja Aligile, pour un bleu, fiole les deux, bon fiole et non pont. Les inondations à Cotonou seront bientôt conjuguées au passé avec l'exécution du projet de l'assainissement pluvial de la ville pour lequel les financements sont mobilisés. Les travaux prévus dans ce cadre démarrent au cours de cette année 2020. La première phase de la route des pêches va donner un coup d'accélérateur au tourisme dans notre pays. La deuxième phase du projet, 53,75 km, permettra de donner de la visibilité à la ville historique de Ouida et plus généralement à tout notre littoral ouest. Dans le département de l'Atlantique, le tronçon Missé-Saintos-Diadénou-Zinvier-Zé, long de 32 km, est presque achevé. Il est prévu un contournement pour les gros porteurs qui ne seront plus obligés de traverser la ville de Calavi. Ils emprunteront désormais Ota, Ouedo, Révier pour prendre par Cocotomain. Le bitumage de cette voie est en cours. La ville de Porto Novo fait sa mue sous le gouvernement de la rupture. Jamais autant de chantiers n'ont été lancés dans la capitale de notre pays depuis les indépendances. La route Porto Novo-Missérité est achevée au grand bonheur des Porto-Noviens. Nous sommes sur la voie de Porto Novo, allant vers Missérité. Avant, pour passer
de Porto Novo pour Missirité, il faut faire des heures. Mais actuellement, ça nous a donné au moins quelques minutes pour passer à Missirité. Le visage de Porto Novo a changé en fait. Les voies, c'est fluide actuellement. La congestion est moins. Avant, il y a assez des escaliers, tout. Il y a tout, il y a des bouteilles partout. Mais de nos jours, on passe directement, il n'y a pas de problème. Vraiment, je remercie le président parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Derrière, et on compte toi Gandhi. Mais à deux bonnes talents, le développement, Maurang non, Gandhi, Kakao. Et là, j'ai été beau, aïe, j'ai beau. Et de venir me chauffer là où l'homme chauffer là, mais là, c'est vivero. Allez, on y est blé, mais non, c'est vrai quoi. Donc, dès qu'à bras, il y a boire de femmes, mais non, mon temps, bon, mais très asthme, cabo, mais non, non, quoi. Maurang, bon, à ce bout de Gamo. La sonde, ouais, des bon, c'est bon, pas que il faut quoi. Il faut à l'aise, normal, bon. Alors, on est à l'origine, ouais, soit, dès que même, moi, c'était bon. Ça apporte toute une beauté à la ville. La ville est en train de faire peau neuve avec les voies. Et ça, c'est un nouveau visage que ça donne à la ville de Porto Novo. Porto Novo a retrouvé ses lettres de noblesse. Simplement par une décision politique, par la volonté de reconstruire les choses, d'aller de l'avant tout simplement. Les populations d'Adiara, quant à elles, se réjouissent déjà de la perspective de revoir les axes bitumés dans leur commune. Une attente qui date de plus de 40 ans, après que les premières esquisses de bitumage réalisées en 1963 ont été rasées en 1979. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Ouadon-Adiara-Ménédionou-Porto Novo, longue de 18,5 km, ont en effet été lancés le 21 février 2020. Cette voie va apporter énormément. Vous savez, la voie, c'est le développement. Et une fois que cette voie sera faite, ça va contribuer, ça va désenclaver la zone. Ça va permettre aux populations d'évacuer à leurs occupations sans problème. Missirité Pobé est en cours de bitumage, mais c'est surtout la construction du tronçon Pobé à Diawéré qui réjouit beaucoup les populations. Le jour que Patrice Talon a préparé ici, on l'a fait arrêter à côté. Nous l'avons dit, il faut nous aider, il faut voir, la voie n'est pas bonne. Il a dit que à partir d'aujourd'hui, il va nous faire le goudron. Nous ne savons pas que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Bon Dieu, Patrice Talon, il est un vrai homme. Ati gba président plus loin on t'a fait mbo akọ igba irú iye iwo àkọ́kọ́ ó gbóná ó gbóná àmọ́ ó ti ń tutù ara foni adafu ọ̀nà ó dé wẹ́rẹ́ ká kọjá lọ ìwọ̀n yín gbogbo ìlú lomi o gbogbo ìlú ní jàdúrà. Depuis les indépendances, Adiawéré n'a pas vu le bitume. C'est chose faite désormais avec le gouvernement de la rupture. Les travaux de bitumage vont se poursuivre jusqu'à Wenhi. Dans le département du Zoué des Collines, l'axe Kwanouya-Zanyanado-Kogédé-Zakuta est presque achevé. Le bitumage de ce tronçon va permettre d'évacuer beaucoup de produits agricoles vers les principaux marchés de la localité. À noter aussi que le bitumage de Gbanamé-Zanyanado et Kogédé-Zakuta est pris en compte. Toujours dans le Zou et pour la première fois dans l'histoire de ce département, de Tofo on pourra rejoindre Lalo dans le département du Koufo grâce à un pont. L'axe Tofo-Lalo à Gbanizon-Djidja à Bomé est en cours de construction avec la bretelle à Bomé-Kana et à Bomé-Mouillon.
Dans le département des Collines, la route d'Assa-Savalou-Djougou, une route inter-État longue d'environ 256 km, est en cours de réalisation et va faciliter la mobilité des usagers de ce tronçon qui ne seront plus obligés de passer par Parakou pour rejoindre Djougou. Le bitumage de la route Natetengo-Boukoumbe-Corontière, une route longue d'environ 60 km, est historique. Pendant longtemps, avoir accès à Boukoumbe relevait d'un parcours de combattants. Aujourd'hui, les travaux de bitumage de cette route sont achevés, ce qui aura pour effet de booster le tourisme et les activités commerciales plus généralement. La localité regorge de nombreux atouts touristiques à mettre en valeur. Il faut ajouter à cette large gamme de projets routiers les travaux d'aménagement et de bitumage de l'axe Guessou Sud Fort-Bourg-et-Sinandé, 59 km, les travaux de renforcement et de réhabilitation de la route d'Assa-Savé-Parakou, 210 km, actuellement dégradée mais qui va connaître une véritable cure. Les ouvrages de franchissement déjà réalisés sont le premier pont de Womé, sortie Pharmacie Concorde, les travaux du deuxième pont, sortie Carrefour à Glouza, et plusieurs autres ponts sont annoncés en avril 2020. Le pont de Tovek-Bamé, quant à lui, est en cours de réalisation. Nous sommes ici à Akpakpa où une lutte sans merci est engagée contre l'avancée de la mer. Une lutte que le gouvernement de la rupture a remportée. Les travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou sont achevés. Les travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou sont achevés. Dans cette bataille contre l'avancée de la mer, le Bénin a gagné des centaines de mètres de littoral en draguant du sable pour combler certains segments autrefois critiques de sa côte. Cette opération a permis de recharger par dragage 1 775 000 m3 de sable marin de certaines cellules de plage. Le site libéré d'Akpakpa-Dodomé a été assaini. À noter la mise en dépôt par dragage et refoulement de près d'1 825 408 m3 de sable pour constituer la réserve et l'achèvement des travaux de construction de la digue de Donatin. Les réalisations du président Patrice Talon nous donnent espoir, nous les jeunes. Il travaille beaucoup et on le remercie. À Avlekété, les travaux de construction de la digue émergée de 4000 mètres ont démarré. À Grand Popo, les travaux d'urgence ont été réalisés dans l'arrondissement d'Avlon en attendant les travaux d'envergure. Ma maman est tombée 3 fois sur la voie là. Et maintenant là, on a la route. On est trop contents. Ce qu'on a déjà vu là, le président quand il parle, il fait. Donc c'est pour ça on le félicite et Dieu va le garder. Les Béninois ont suffisamment à manger depuis 2016. Les vivriers foisonnent sur nos marchés et les prix sont devenus très abordables. C'est le fruit de nombreuses dispositions prises par le gouvernement pour assainir le secteur. Grâce aux réformes entreprises dans le secteur, notamment avec l'institution des agences territoriales de développement agricole ATDA, l'agriculture béninoise enchaîne les performances. Désormais, le Bénin est le premier producteur de l'or blanc en Afrique malgré une superficie emblavée largement en deçà de celle d'autres pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Avec 678 000 tonnes de production durant la campagne 2018-2019, nous avons donc détrôné les anciens champions. Mieux,
Le Bénin est le deuxième producteur de vivriers dans l'espace UEMOA derrière la Côte d'Ivoire. La filière ananas se porte bien et elle est prometteuse avec l'installation d'une usine de transformation de l'ananas à Alada. Cette usine fait de l'exportation vers l'Europe et les États-Unis. Avoir un repas chaud à midi, c'est ce que propose le programme Cantine scolaire. Ce programme du gouvernement de la rupture, mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial PAM, permet de réduire le taux de déperdition scolaire et d'améliorer les résultats de fin d'année. Constat ici à l'école primaire publique Gomboko, une école qui profite de ce programme cher au gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes dans la commune de Parakou. L'école a connu l'arrivée de la cantine en septembre 2019. Donc cette école avait un effectif qui allait en dents de scie. Maintenant avec l'arrivée de la cantine, ça m'a permis d'avoir une augmentation, voire même exponentielle. Les parents sont transhumants, donc à des moments donnés, ils emportent les enfants. Maintenant avec l'arrivée de la cantine, les parents ne font plus ce mouvement-là. Ils essaient de laisser parce qu'ils s'assurent que les enfants au moins ont quelque chose à manger pendant le repas du midi. Le programme des cantines scolaires a repris en 2017. Les enfants des écoles bénéficiaires ont des repas chauds. Le taux de couverture des écoles en cantine scolaire est de 51%. Chaque année, le programme se bonifie par le renforcement des capacités des acteurs. Pour en promouvoir l'efficacité, ainsi qu'il le fait dans les secteurs économiques, le gouvernement a recouru à l'expertise du Programme alimentaire mondial PAM. Les cantines scolaires, c'est un programme très complexe qui prend en compte d'abord l'acquisition des vivres. On doit veiller sur la qualité, mais aussi tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique et plus tard, tout ce qui est cuisson, l'organisation et le fonctionnement des cantines. Et si nous voulons que ce programme soit un succès, il faut communiquer à tous les niveaux. On a passé 2 ans, on a pris le temps pour comprendre quels peuvent être les problèmes ici, quels peuvent être les autres éléments ici. Alors la 3e année, il faut passer à une autre étape. On pense que 2 ans après, on a déjà saisi l'essentiel des problèmes. Et que la 3e année, qu'on ne vienne pas encore pour dire on a tel problème. On doit travailler sur les solutions et les solutions durables. L'objectif principal, celui de voir les enfants manger et de façon régulière dans ces écoles, a été atteint et nous en sommes fiers parce que dans tous les départements, dans toutes les 77 communes du Bénin, les cantines fonctionnent. Au total, 802 610 enfants dans 4033 écoles impactées en 2019 avec l'accroissement de la dotation budgétaire accordée au fonctionnement des cantines. 2 milliards en moyenne jusqu'en 2017, elle est passée à 10,2 milliards en 2018, puis 14 milliards en 2019 et prévoit pour 2020 une allocation de 15 milliards de francs CFA. À côté du programme des cantines scolaires, la réforme du droit de grève a permis d'améliorer les résultats scolaires. Plus de grèves intempestives qui perturbaient le déroulement normal des activités académiques. Recevoir des soins de santé sans débourser 1 franc. C'est le pari de l'assurance maladie du projet Arche, entendez, assurance pour le renforcement du capital humain. En attendant que cette assurance maladie ne soit généralisée, elle est déjà opérationnelle dans certaines formations sanitaires, comme ici à Djougou, où nous sommes. Le gouvernement du président Patrice Talon a innové en proposant le programme de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, qui comprend 4 volets, assurance maladie, formation, microcrédit et assurance retraite. Pour l'instant, c'est le volet assurance maladie qui est lancé pour une population de pauvres extrêmes dans 3 zones sanitaires, Abomey-Calavisey, Dassa-Glazoué, Djougou-Waké-Kopargo. Il se caractérise par la construction progressive d'un modèle optimal de prise en charge intégrée des personnes vivant dans la précarité et des plus démunis. La phase pilote est en cours depuis août 2019, en attendant la généralisation prévue pour 2020. Il faut dire qu'il y a eu une étude CAP qui a identifié des pauvres extrêmes
À ces pauvres extrêmes, on a donné des cartes, on a distribué des cartes et pour qu'ils puissent bénéficier, d'accord, des prestations, des services de santé et gratuitement. Donc il y a eu un lancement officiel par le ministre de la Santé lui-même et la ministre des Affaires sociales. Et depuis lors, les formations sanitaires ont démarré effectivement à prendre en charge ces pauvres extrêmes selon le panier donc, de soins de base à nous confier. Dès que ces pauvres extrêmes viennent dans nos formations sanitaires, ils présentent leur carte. Dès que l'affection de ce pauvre extrême est incluse dans le panier donc, de soins, tout est pris en charge gratuitement. Nous sommes satisfaits, entièrement satisfaits, parce que nous n'avons vraiment pas de difficultés dans la mise en œuvre de ce projet assurance maladie. En attendant la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, dont le lancement des travaux devrait intervenir incessamment, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en œuvre 2 réformes majeures dans le secteur de la santé. Plus de grèves sauvages dans nos hôpitaux grâce à la loi sur l'encadrement de la grève dans ce secteur et surtout la mesure prise pour donner la possibilité aux médecins de choisir d'exercer en clientèle privée ou de rester au service de l'État. Conséquence, les centres de santé publics sont mieux fréquentés parce que le sens du service public est de retour dans nos hôpitaux. Le pilier 3 du programme d'action du gouvernement vise à améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce cadre, le programme de microcrédit a été renforcé avec l'augmentation des montants octroyés aux bénéficiaires et la modernisation des services. Il s'agit plus précisément de la digitalisation des interventions en faveur des plus pauvres à travers le programme Microcrédit Mobile. C'est l'ère de la promotion d'une nouvelle formule d'administration des lignes de crédit qui offre l'avantage de réduire drastiquement les impayés, de localiser les bénéficiaires et d'atteindre les cibles. Il faut dire qu'une réforme profonde du microcrédit mobile est en cours afin de la rendre encore plus efficiente et d'augmenter considérablement à brève échéance le nombre de bénéficiaires. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois. À sa prise du pouvoir, le président Patrice Talon affichait sa grande détermination à lutter contre la corruption. Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours. Le gouvernement est décidé à garder le cap et à assainir définitivement la gestion du bien public. Devant les députés, ministres et présidents d'institutions, le président de la République a promis que dorénavant, plus rien ne sera comme avant en matière de gestion des ressources publiques. Ce qui m'a enchanté, c'est qu'il a dit au cours de l'investiture que la lutte contre la corruption est pour lui une priorité et qu'il fera en sorte que les organisations de la société civile qui sont dans cette lutte-là ne vont plus s'époumoner pour rien et qu'ils auront les résultats à leur lutte. Dès que l'acte de mauvaise gestion est avéré, le présumé coupable sera immédiatement suspendu, puis confié à la justice pour répondre de ses actes, a affirmé Patrice Talon devant toute la nation. Il a par ailleurs ajouté que tous les sacrifices seraient vains si nous n'engagions pas notre administration publique, les sociétés et offices d'État dans la voie de la bonne gouvernance. Nous voulons qu'il aille plus loin. Et puis, nous avions été surpris par beaucoup de choses de la part du candidat qui est devenu président et qui a fait cette promesse-là. Nous, depuis le temps du président Mathieu Kérékou, nous avons souvent fait un plaidoyer. Nous aurions souhaité qu'on prenne 3 ou 5 magistrats à qui on confierait uniquement la tâche de connaître les dossiers de lutte contre la corruption et d'accélérer leurs épurements. Que c'est la seule chose qui permettra aux Béninois
d'être correct vis-à-vis des deniers publics. Mais, à notre grand étonnement, on a mis en place une structure de certains magistrats qu'ils ont baptisé la Criette, et nous avons dit bravo. Il faut dire que plusieurs directeurs de sociétés, directeurs d'écoles et autres responsables à divers niveaux, sans oublier des acteurs politiques impliqués dans des dossiers de détournement ou de prévarication des ressources publiques, sont en prison pour répondre de leur forfait. Faire du Bénin la plateforme des services numériques de la sous-région, telles sont les ambitions du gouvernement. E-service, e-administration, en un mot, la digitalisation des services fournis par l'administration béninoise. Tels sont les nombreux projets auxquels s'attelle actuellement le ministère du numérique et de la digitalisation. Le secteur du numérique est en pleine expansion au Bénin. Le Bénin a été classé 8e au plan continental en matière de cybersécurité par Global Cybersecurity Index 2018. C'est le résultat, entre autres, de la mise en vigueur du Code du numérique. Le maillage de tout le territoire en fibre optique a été entrepris pour créer les conditions du haut et du très haut débit dans notre pays. Nous assistons à une dynamisation de l'écosystème numérique. Le data center national est achevé et devrait être mis en service incessamment. La dématérialisation du service public a pour avantage de permettre, je peux dire, à n'importe quel Béninois d'avoir le service qu'il réclame. Et cela a aussi permis de donner une autre habitude à ceux qui sont au service des usagers dans l'administration beaucoup plus. Et moi, je pense que ce sont des éléments clés qui nous permettent aujourd'hui de faciliter la vie. Dire aujourd'hui que vous pouvez payer vos frais votre facture d'électricité juste en tapant sur votre téléphone, je trouve que c'est une chose extraordinaire. L'organisation de la Semaine nationale du numérique et d'autres actions ont favorisé l'éclosion des startups et le développement de l'écosystème numérique. La diplomatie béninoise se fait dynamique depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Sans tapage ni ostentation, les prises de position du président Patrice Talon sur certains sujets d'importance sont appréciées. C'est le cas du sommet de Dakar sur la soutenabilité de la dette. Le président Patrice Talon a été fortement applaudi pour sa maîtrise des questions financières et la profondeur de ses réflexions sur la question. Le Bénin est allé sur le marché financier il n'y a pas longtemps, un eurobond. Nous avons fait quelque chose que nous avons trouvé extraordinaire. Nous sommes sortis à environ à 5%. Mais théoriquement, aujourd'hui, nous devrions être capables d'emprunter à 1%. Et si cette caricature que le marché a et qui est renforcée par des institutions aussi importantes, si ce n'était pas le cas, la France va sur le marché aux environs de 1%, nous pourrions être aussi à 2 ou à 3, mais pas à 5, pas à 6, pas à 7%. Aujourd'hui, le taux de l'argent sur le marché bancaire est négatif. L'argent est disponible en excès. Et nous sommes théoriquement en mesure de mobiliser cet argent à sa valeur réelle de loyer s'il n'y avait pas une si mauvaise perception du risque. Deuxièmement, cette perception engendre également un autre fait, c'est qu'on ne peut pas emprunter à long terme. Aujourd'hui, le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10-12 ans, avec peut-être 3 ans différés de construction. Et dans les meilleurs des cas, nous sortons à 15 ans. Comment vous voulez financer une centrale hydroélectrique avec un emprunt à 15 ans maximum? Vous ne pouvez pas financer les infrastructures de transport, de distribution d'énergie avec un crédit à 6 ou 7% à 15 ans. Le kilowattheure qui sera produit sera incompatible avec les exigences de compétitivité qu'exigent les industries. Et les investisseurs privés, quand ils viennent investir dans nos régions, demandent un rendement de 40%, 30%, alors que dans le monde aujourd'hui, les rendements de l'argent en investissement sont de 8%. Quand on a 10% dans le monde, c'est le jackpot. En Afrique, on demande d'avoir 30%, 40% de rendement. Ce sont autant d'éléments qui font que nous avons du mal à nous endetter alors que l'argent existe
Et la dette est devenue le seul moyen, le principal moyen de financer le développement parce que l'aide au développement n'existe plus. Le président Talon a également délivré un discours d'anthologie sur les faux médicaments à Genève en Suisse. Il a dit devant la communauté internationale l'engagement du Bénin à éradiquer ce phénomène. La lutte contre les faux médicaments est une lutte qui déborde largement nos cadres nationaux et qui doit s'inscrire dans une coopération internationale proactive en matière d'information, de renseignement, de formation, d'expertise, d'investissement et de sincérité. Il faudra en effet que la lutte devienne sincère à tout point de vue. Et que les grands laboratoires cessent de développer des chaînes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Une telle discrimination viole l'éthique, côtoie pour le moins l'illicite et fragilise, dans tous les cas, notre lutte contre les faux médicaments. Le leadership et la vision du président Talon sont appréciés par les diplomates accrédités au Bénin. Les décisions courageuses sous votre sage et haute autorité ont commencé à produire les résultats escomptés, particulièrement dans le domaine des infrastructures et de l'énergie, etc. Les revues de l'UMOA en février 2019, la 4e revue du FMI en mai 2019, les visites des responsables de la BAD ont plébiscité les performances de l'économie béninoise au premier semestre de 2019. Dans ce concert de louanges, il faut noter pour s'en féliciter la note B+ stable donnée au Bénin par la société Standard & Poor's, la place de 3e de l'UMOA en matière de doing business accordée au Bénin par le magazine américain Forbes et Cerise sur le gâteau, la place de 2e ville en Afrique de l'Ouest où il fait bon vivre attribué à Cotonou par le cabinet américain Mercer, le rapport Visa Openness Index 2019 publié par la Banque africaine de développement qui classe le Bénin à la première place en Afrique. À la fin de son séjour de 2 semaines au Bénin, le chef de mission de la 5e revue du programme triennal Bénin FMI déclarait le 5 novembre 2019, je cite, « Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de 2019 ont été atteints. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président, grâce à la diplomatie dynamique du Bénin, celui-ci a eu à diversifier ses partenaires de coopération, au premier rang desquels la Norvège, l'Arabie saoudite, avec la visite des membres de la Chambre du commerce de ce pays, sans oublier le renforcement de la coopération avec l'Inde, confirmé avec la première visite du président de ce pays au Bénin, visite conclue par la signature de nombreux accords et l'ouverture d'une ligne de crédit de 100 millions de dollars. Notre Premier ministre a rencontré tête-à-tête à peu près plus de 30 pays d'Afrique, le chef de l'État de plus de 30 pays d'Afrique, qui a plus fait impressionner pour notre Premier ministre. C'est M. le Président Patrice Talon. Il a dit que son vision est très claire et très concrète. Et il a expliqué la réforme du gouvernement de Bénin. C'est très très bon défi. Et aussi, notre Premier ministre a dit qu'il faut appuyer au Bénin plus qu'avant. Ce qui caractérise le régime de la rupture, c'est la rationalisation des dépenses publiques. Les deniers publics sont gérés en bon père de famille. Tout ce qui a été mis en œuvre dans le programme d'action du gouvernement n'aurait pu être effectif si la gestion des finances publiques se faisait encore à la petite semaine et que les fruits de l'effort collectif étaient volés par quelques-uns. Les nombreuses réformes engagées pour assainir les finances publiques et l'efficacité croissante des régies financières permettent une plus grande mobilisation des ressources et surtout leur meilleure gestion.
L'assèchement des sources de coulage à travers la réforme des voyages officiels, la rationalisation du parc de l'État, la bancarisation des prestations au trésor, la digitalisation des procédures aux impôts, la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Résultat, en 2019, le Bénin occupe la 6e position des pays ayant réalisé la plus forte croissance en Afrique et la 10e place dans le monde selon les statistiques de la Banque africaine de développement et du FMI. De même, dans le rapport 2019 sur l'indice du développement humain publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Bénin vient en tête des pays de l'UEMOA et est 4e dans la CEDEAO, loin devant certains pays comme le Nigeria. Grâce à ses performances économiques, le Bénin vient de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres au monde, alors qu'il y a 4 ans, à l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, nous étions encore 20e sur cette liste. Notre économie se renforce. Elle affiche des performances supérieures à la moyenne continentale et fait preuve d'une remarquable résilience. Il est en train de travailler pour la jeunesse. Donc il faut que cette jeunesse-là l'accompagne dans son élan de développement. Et je crois que le pays, le Bénin, est en train de faire parler de lui sur le plan international. Il faut beaucoup plus travailler à pérenniser les acquis de la gouvernance. Quand je dis les acquis de la gouvernance, je serai très malheureux lorsque, dans quelques années, on va retomber encore dans certaines habitudes. Et pour moi, cela se prépare maintenant, en ne regardant pas les hommes, mais en regardant plutôt la structure ou l'architecture de la gouvernance qu'on met en place. Avec ce que fait le président actuel, il met en veilleuse plus ou moins certaines habitudes. Moi, je voudrais plutôt qu'on assiste à l'extinction dans 10 ans, dans 15 ans, totale de ces habitudes, et que ce ne soit pas sa présence qui inhibe le déploiement de ces habitudes, mais que ce soit plutôt quelque chose qui rentre désormais dans la manière dont nous devons gouverner la cité. Et je suis certain qu'il y aura un tout petit peu de possibilités pour nous de goûter les délices du développement. Dans l'administration, il y a un changement. Vous prenez chaque domaine aujourd'hui, il y a un changement. Le prix à payer aujourd'hui, c'est de se lever, de soutenir le président dans tout ce qu'il entreprend comme réforme. Il faut payer le prix maintenant et demain, l'argent va circuler pour ne jamais cesser de circuler. Certes, des efforts restent à faire, mais notre pays change déjà sous nos yeux, même si, parce que nous vivons ces transformations en temps et à vitesse réelle, nous n'y prêtons pas toujours une grande attention. Cette belle dynamique, que nous voulons encore plus forte, nous permet déjà de donner davantage corps à notre engagement d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. On peut oser le dire désormais, tout laisse à penser que c'est une épopée qui accourt au Bénin actuellement, sous nos yeux.